tu vas bien. T'as pas répondu sur le groupe? Pour moi, cette loi, elle est immonde. Elle va à l'encontre du commandement. Tu ne tueras point. Ah frérot, bah écoute, j'espère que ça va un peu mieux. À partir du moment où on ouvre une porte, tout peut passer. Bonjour Monsieur Reynaud, nous vous contactons afin de vous rappeler votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 11h. C'est assez terrifiant de ne pas laisser la possibilité à quelqu'un au dernier moment de dire non finalement, je ne veux pas mourir. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter au moins 30 minutes à l'avance. Comment voulez-vous que l'on n'aille pas vers des dérapages? Salut fiston, ta mère a essayé de t'appeler cet après-midi, on est sans nouvelles, j'espère que c'est toujours ok pour ce soir. De vouloir tout gérer comme ça, on empêche les gens de naître, on les force à mourir, mais on se prend pour qui? Non, cette loi est vraiment diabolique. Elle est diabolique. Je ne vais pas rentrer dans un débat qui a déjà eu lieu, un débat stérile. Je ne parlerai pas de ce vilain jeu qui consiste à remplacer des mots par d'autres mots parce qu'il heurte la conscience collective. Fin de vie au lieu de suicide assisté, droit à mourir dans la dignité au lieu d'euthanasie. On se doit de rassurer, et pour cela, il est en effet nécessaire de changer des mots. Mais si au lieu d'inciter à se donner la mort, on se battait pour protéger la vie, pourquoi donc s'ingénier à orienter une société tout entière vers l'acceptation d'une mort programmée sur un tableau Excel, quand, à côté, nous mettons tant d'entrain à sauver des vies? Pourquoi parler de dignité humaine lorsque la société nous démontre le contraire? C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau, La dernière leçon avec Sandrine Bonner, À tout jamais sorti en 2014 ou plus récemment On ira et La chambre d'à côté. Les productions cinéma abordant de près ou de loin le sujet de l'euthanasie ne se comptent plus. Depuis des années, l'ensemble des budgets consacrés à ce sujet, cinéma, téléfilms, campagnes d'information des gouvernements ou d'associations, totalisent sans aucun doute des milliards de dollars dépensés. Dans les productions réalisées, il faut dire un mot sur Plan 75, un film dans lequel les anciens sont culpabilisés. La vieillesse coûte cher, elle est encombrante, elle est surtout gênante pour l'entourage familial. Il faut penser, dit le film, à ne pas être un poids pour les enfants et les petits-enfants. Se donner la mort après avoir bénéficié d'une somme d'argent de l'État pour profiter des derniers instants est la moins pire des solutions. Dans un article, France Info parlait d'un film édifiant. Non, certainement pas. C'est au contraire un film qui glace le sang. 今日申し込みされます？承知しました。ですからその場合だと先ほどお話しした10万円もより自由にお使いいただけますよね。孫たちのこと考えたらさ。Il faut être clair, si elle ne vante pas directement les mérites de l'euthanasie dans la société, ces productions à budget laissent entrevoir des possibilités de fin de vie jadis impensables, mais surtout inacceptables pour les générations chrétiennes qui nous ont précédés. Car en effet, beaucoup d'anciens finissaient leur vie chez eux, dans leur famille, entourés de fils ou de filles, de petits-enfants. Catholiques très longtemps, les hospices laïques que l'on appelle aujourd'hui maisons de retraite se sont développés au XXe siècle. Laisser entrevoir à l'humanité la possibilité de se donner la mort par programmation est déjà concevoir une mise à mort de la société tout entière. À partir du moment où on ouvre une porte, tout peut passer. Je crois qu'il y a des, moralement, il y a des domaines où il faut se fixer des interdits définitifs, complets et définitifs, parce que si on entrouvre, tout devient possible.
Et je pense que c'est le risque que nous prenons. On aura aussi des demandes par rapport aux souffrances morales, c'est-à-dire des suicides. C'est arrivé. Hein. Vous savez qu'en Belgique, une jeune fille qui avait été traumatisée à la suite des attentats de Bruxelles a demandé à être mise à mort, en fait. C'est ça. Et ça lui a été accordé. Et c'est épouvantable. Si c'est la seule réponse qu'on a à offrir à une jeune personne qui est en détresse parce qu'elle a vécu des événements traumatisants, si on n'a rien d'autre à lui proposer que de mourir, mais c'est quelque chose d'épouvantable, qui me paraît épouvantable. Que dit la loi Falorni sur l'euthanasie, du nom de ce député dont l'acceptation par le législateur en France était, dit-il, le combat de sa vie? La loi dit que pour être éligible, il faut être âgé d'au moins 18 ans, être atteint d'une affection grave et incurable. Elle dit entre autres qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. La loi donne donc l'impression de s'interdire de franchir des lignes rouges, mais lorsqu'on entend le docteur Jean-Louis Touraine, il y a la façade et la stratégie politique. Il faut prévenir le plus possible, et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses. C'est stupéfiant. Quand vous écoutez Touraine, je dis, mais j'espère qu'il est inconscient de la violence de ses propos. C'est inimaginable ce qu'il dit. Si on croit que tout être humain doit être respecté, ce qu'il dit est une honte. Enfin, c'est même pas honteux, c'est monstrueux. Donc je me dis, c'est pas possible. Il y a une certaine forme de barbarie pour moi dans cette expression. Et il le fait pas pour nous choquer. Il le fait, du reste, on peut même pas lui reprocher de ne pas le dire puisqu'il le dit. Donc nous pouvons aussi écouter. Je pense qu'il est complètement aveuglé par son engagement franc-maçon. Direction le sud-ouest de la France. Nous avons pris rendez-vous avec Véronique Zamparo et son époux, Jean-Luc. Cette loi sur l'euthanasie les concerne directement. Jean-Luc est atteint de la maladie de Becker, une dystrophie musculaire l'obligeant à vivre sur un fauteuil. Lorsqu'il s'agit de se mettre au lit pour dormir ou faire la sieste par exemple, c'est au prix d'efforts physiques importants pour l'un comme pour l'autre. Lorsque vous avez entendu ce débat arriver qui est celui de l'euthanasie, comment avez-vous réagi? Comme un coup de poignard. C'est d'une violence, mais pas me concernant en premier, mais concernant mon mari et toutes les personnes qui sont atteintes de maladies de handicap. Pour moi, cette loi, elle est immonde. Elle va à l'encontre des commandements. Tu ne tueras point. Et cette loi, elle amène à ce droit de tuer. Les dérives qu'il y a, c'est de la persécution. Pour moi, je le vis comme une persécution. Et la condamnation, puisque étant aidante familiale et proche, il y a cet article 17 qui me condamne si je veux au contraire rassurer mon mari qui sous un moment de déprime en aura marre, voudra mettre fin à ses jours parce que pour lui ça devient compliqué, le quotidien, les gestuels et se sentir un fardeau. Eh bien je serai condamnée à 30 000 € et 2 ans d'emprisonnement parce que je vais aller à l'encontre
de cette loi si elle passe. Pour être franc, au tout début, je ne voyais pas le côté malsain de cette loi. Parce qu'après, je me suis aperçu que c'était une loi ignoble. C'est vrai, comme la plupart des gens, je disais, oui, mais bien sûr, les gens, quand ils souffrent, ils ont le droit de mettre fin à leur vie. Ok, mais le débat, il n'est pas là. Le problème, c'est que cette loi, finalement, déjà, moi je suis croyant, donc ça va à l'encontre des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire qu'on va plus parler de mort et on ne va pas défendre la vie. Les termes employés, c'est mourir dans la dignité. Alors moi je pense que ce mot dignité est très important. C'est que la dignité d'une personne humaine n'est pas liée à son état physique, mental, à son rang social, à son niveau de revenu, etc. La dignité d'une personne humaine, c'est un absolu. Alors, il y a un terme juridique, c'est irréfragable. C'est-à-dire qu'une personne humaine est digne, quel que soit ce qui lui arrive, quelle que soit sa condition. Voilà. Et donc le fait qu'elle soit malade, physiquement diminuée, mentalement diminuée, n'a aucun effet sur sa dignité en tant que personne. Si nous ne le considérons pas comme un absolu, je pense que nous retournons vers la barbarie. En lisant le texte de la loi, on se rend compte des dérives que cela peut entraîner. Quelle sorte de dérive, Jean-Luc ? Alors, je pense qu'on voit qu'au fil du temps, les moyens qui soient mis dans les hôpitaux ou les divers traitements qui existent sont de plus en plus restreints. Et en fait, cette loi conduit à apporter une solution qui serait la mort, plutôt que de bénéficier de soins qui, des fois peuvent coûter très cher. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté pervers où on cherche à faire des économies sur le dos des gens qui sont en souffrance. Faire des économies sur le dos des personnes en souffrance, économiser sur les personnes âgées, beaucoup en sont certains. Dans le monde politique, en tout cas officiellement, la chose est à ce point encore inavouable qu'on préfère taire cet élément. Et pourtant, il existe de nombreux faisceaux d'indices démontrant le contraire. Nous y reviendrons. En parlant d'économie financière, Jean-Luc Zamparo met ici le doigt sur un évident tabou. Il n'est pas possible d'aborder ce grave sujet sans interroger des professionnels. Pour aller plus loin, justement, j'ai voulu solliciter l'expertise de Marie de Henzel. Elle a volontiers accepté de répondre à mes questions. Cette femme est une référence dans le domaine de la fin de vie et de l'accompagnement des personnes malades notamment. Psychologue clinicienne, psychanalyste, en 1987, elle a fait partie de la première unité de soins palliatifs à l'hôpital international de l'Université de Paris. Il s'agissait alors d'une équipe pionnière en France et en Europe. Et là, j'ai acquis vraiment une expérience à la fois de l'accompagnement, mais j'ai aussi constaté que des médecins compétents savaient soulager. Que des personnes arrivent en disant, parce qu'elles sont dans la crainte, et ça je la comprends très bien, la crainte de souffrir, de ne pas plus maîtriser les choses, que des personnes envisagent, se disent je préfère qu'on me donne la mort plutôt que de vivre les derniers instants de ma vie, c'est une chose, c'est une angoisse que je comprends très très bien. Mais ce que j'ai vu, c'est que dans un service comme cela, eh bien, une fois que les personnes sont rassurées sur le fait qu'on ne les abandonnera pas, pour moi c'est la définition des soins palliatifs, ne pas abandonner quelqu'un. Quand les personnes ont compris qu'elles ne seraient pas abandonnées, donc qu'on les soulagerait, qu'on serait à leur écoute, qu'on faciliterait la visite des familles, qui pourraient même dormir sur place, enfin, je veux dire, quand les personnes sentent cet accompagnement, la réalité de cet accompagnement, eh bien ces idées d'anticiper la mort disparaissent.
Pourquoi, en France, 20 départements ne bénéficient-ils pas de structures de soins palliatifs? Bien que la dépense publique de ces soins, 1,4 milliard d'euros en 2021, ait augmenté de près de 25% depuis 2017, l'offre de soins palliatifs est très insuffisante. 50% des besoins ne sont pas pourvus. Cette énorme disparité dans la diffusion crée, de fait, une profonde injustice. La loi Falorni met l'accent sur l'euthanasie. Olivier Falorni l'a dit lui-même, c'est le combat de sa vie. Tout en laissant croire qu'il existe une liberté de choix dans les soins, ce qui est faux. La loi Claes-Leonetti suffisait amplement. Nous avons eu un proche qui est parti il y a quelques mois, qui était en soins palliatifs. Et elle a été accompagnée d'une façon très digne. Leur loi concernant ce pseudo aide à mourir et ce aide à mourir, les mots utilisés jouent sur l'émotionnel des personnes. Parce que le mot aider, c'est, voilà, je fais preuve de compassion pour mon prochain parce que je vais l'aider à mourir. Je vais aller dans son sens. Alors que mourir dignement, c'est quoi? C'est être près du proche qui va partir, c'est lui tenir une main, c'est l'accompagner, continuer de lui parler et même de prier avec lui. Les soins palliatifs sont formés d'une façon extraordinaire. Nous, on l'a vu, on l'a constaté, et vraiment, notre être cher qui est parti, elle est partie sans souffrance. Avec la loi Leonetti, même dans sa version de 2005, la souffrance et la douleur n'existent plus. Je peux en témoigner en tant que membre bénévole d'une aumônerie catholique. Je suis affecté aux soins palliatifs et aux fins de vie depuis 6 ans. Je n'ai pas vu une personne mourir dans la souffrance ou dans la douleur. Les médications qui sont administrées sont largement suffisantes. Les personnes sont conscientes, bien entendu sous l'effet d'une médication, et ils ne souffrent pas. Les patients ne souffrent pas dès lors que les médications sont adaptées et raisonnablement utilisées. Ce qui, d'après des professionnels hospitaliers, serait de moins en moins le cas. En 2014, au Royaume-Uni par exemple, il y a eu le scandale du Liverpool Care Pathway, un projet de loi visant à légaliser l'aide médicale aux adultes en phase terminale pour mettre fin à leur jour. Ce programme de soins palliatifs avait été lancé à la fin des années 1990. Étendu à l'ensemble du pays, ce programme avait été ensuite supprimé. Une enquête avait révélé que les hôpitaux avaient été incités financièrement à accélérer la mort des patients. Sur les 450 000 patients décédés dans des hôpitaux anglais en 2012, le tiers d'entre eux étaient passés dans des protocoles de sédation, le plus souvent sans consentement. Les protocoles lithiques utilisés provoquent des morts barbares et silencieuses. Je m'explique. Un des principaux outils utilisés depuis la loi Claes-Leonetti dans le cadre des sédations profondes et continues jusqu'au décès est le midazolam. Le midazolam est une bonne molécule. Si je dois être anesthésié pour une intervention chirurgicale ou si je me retrouve dans un service de soins intensifs, on me mettra en coma artificiel avec du midazolam, molécule très très connue, le nom étant Hypnovel, et c'est une bonne molécule. Simplement, elle doit être utilisée dans les règles de l'art. Donc avec un anesthésiste réanimateur, une infirmière anesthésiste, et ça se passe bien. Dès lors que vous sortez le midazolam des blocs opératoires des services de soins intensifs pour les mettre en soins palliatifs dans des cliniques spécialisées, voire à domicile, et que l'on augmente les doses, le midazolam, à cause de son acidité, attaque le parenchyme pulmonaire, la paroi des poumons. Et les poumons se mettent à transpirer de l'intérieur. Si j'ai très chaud, que je vais dehors, on va avoir des gouttes d'eau, on va avoir ma transpiration. Bien là, ça va être pareil à l'intérieur des poumons. Les poumons vont se remplir d'eau et la personne va mourir
d'œdème pulmonaire. Dans quelle souffrance, Éric Mercier? Dans quelle souffrance? C'est très simple. Vous imaginez une personne mourir avec un sac plastique sur la tête. Vous vous apercevrez que c'est relativement silencieux et c'est absolument atroce. C'est une mort par suffocation, par noyade. Interpellé par le scandale du Liverpool Care Pathway, par le scandale d'exécution par injection létale aux États-Unis, les excès de midazolam ou de thiopental, ayant conduit des détenus à mourir de façon atroce, interpellé par la tournure que prennent les choses en France, Éric Mercier, infirmier diplômé depuis 30 ans, formateur en EHPAD, co-signe une première lettre publique rédigée par Valérie Ferrier, journaliste scientifique. Cette lettre est adressée à Annie Vidal, rapporteure publique pour le projet de loi Fin de vie. Le 23 mai 2025, une seconde lettre publique est envoyée cette fois à Claire Fourcade, présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Réponse ou juste coïncidence, le 19 juin 2025, soit un mois après l'envoi de ce courrier manifestement embarrassant, la SFAP informe dans un communiqué de presse que Claire Fourcade a quitté son poste de présidente. Depuis plusieurs années, Éric Mercier et Valérie Ferrier tentent d'alerter l'opinion publique sur le silence médical assourdissant au sujet du contenu des cocktails tueurs et leur absence d'évaluation. L'affaire Vincent Lambert avait permis d'ouvrir un peu la boîte de Pandore pour permettre la promulgation 9 mois plus tard, le 29 mars 2020, du tristement célèbre décret Rivotril, responsable de milliers d'euthanasies officieuses dans les EHPAD. La France, en démultipliant la pratique de sédation profonde et continue jusqu'au décès, avec des protocoles lithiques élaborés par la SFAP pendant la crise sanitaire, s'est autorisée à lancer son programme officiel d'euthanasie, considérant que la société était désormais suffisamment préparée. La fenêtre d'Overton fonctionne parfaitement. Adopté par le Parlement, le texte sur l'euthanasie qui arrive maintenant au Sénat concerne directement Jean-Frédéric Sellier et son épouse. Pourquoi ? Parce qu'une de leurs filles âgée de 21 ans doit être surveillée constamment. On lui avait découvert une maladie lors de sa rentrée universitaire, une pathologie qui doit être traitée par une chirurgie lourde. Nous avons notre plus jeune a subi une opération très lourde qui fait qu'elle a un traitement à vie. Alors un traitement qui n'est pas, ce n'est pas une pathologie sévère en tant que telle pour l'instant, mais qui exige une surveillance à vie et un traitement à vie qui forcément, si vous rentrez dans cette logique économique, a un coût. C'est-à-dire qu'elle est active, elle va bientôt travailler parce qu'elle termine ses études, elle est fiancée, donc elle aura une vie. Pour autant, son traitement est un coût permanent et définitif, qui un jour peut devenir plus lourd. Et donc là, l'argument pourra devenir, bien, vous avez le droit de mourir dans la dignité, mais finalement, ce droit peut devenir un devoir, puisque on reviendra à cet argument du coût des personnes malades. Comment se fait-il ? Mais pourquoi ? Il ne peut y avoir que de l'idéologie là-dedans. Pourquoi ne mettons pas tout l'accent sur les soins palliatifs qui permettent de mourir dans la dignité, si on reprend les mots de M. Romero, que je connais par cœur, il ne faut pas me raconter d'histoire, les soins palliatifs permettent de garder le côté humain jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Et tous les témoignages que l'on peut avoir, c'est que justement, il y a une humanité et une chose extraordinaire qui se passe à la fin de vie, dans le cadre d'un soin palliatif, beaucoup plus que quand on fait la piqûre parce qu'on a décidé qu'il fallait supprimer une vie. Que dit l'Église à ce sujet ? Quel discours tient-elle sur cette si grave question de l'euthanasie ? Nous avons posé la question à l'abbé Mathieu Raffray de l'Institut du Bon Pasteur. Alors, la doctrine de l'Église sur la question est très simple, c'est que se tuer soi-même, c'est commettre un meurtre.
Et commettre un meurtre, c'est évidemment un péché grave. Alors comme toutes les fautes graves, il peut y avoir des circonstances qui font que la conscience n'est pas totale, que la conscience de la gravité du péché n'est pas totale, et que on peut dire que c'est comme si on veut comparer au cas du suicide, on peut dire que quelqu'un s'est suicidé, mais il était en état il n'était pas en pleine possession de ses moyens, de son esprit, donc il n'a peut-être pas toute la responsabilité. La difficulté de l'euthanasie, c'est que c'est un choix qui doit être volontaire, qui prend du temps. Et donc, objectivement, c'est une faute grave qui mérite une punition grave, comme tuer quelqu'un. Pour l'Église, c'est un meurtre. Ah bah clairement, oui. Il n'y a pas de... Alors, encore une fois, il peut y avoir des circonstances qui font que là, il n'y a pas une pleine conscience de ce qu'on a fait, donc il n'y a pas une pleine responsabilité, donc ça c'est le bon Dieu qui juge. Mais objectivement, si on dit quelqu'un qui a décidé de mettre fin à sa vie en toute connaissance, en toute conscience, c'est un meurtre. Donc c'est une question moralement gravissime. Effectivement, on touche directement à un commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Non seulement celui qui demande à être tué, et le médecin qui le fait. Donc c'est une question bien sûr gravissime, qu'on ne peut pas prendre à la légère comme une sorte, comme certains le proposent, comme une sorte d'évolution sociale, en disant maintenant c'est comme ça que j'en fais. Donc il y a une question morale qui est gravissime derrière. Et je pense qu'il faudrait, c'est mon souhait, que l'Église se prononce très clairement sur le fait que des gens qui ont demandé l'euthanasie ne peuvent pas être enterrés publiquement. C'est intéressant parce qu'en 2002, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nous ne nous sommes pas dit au revoir », dans lequel j'avais interviewé le président de l'ADMD, qui était aussi un sénateur, et qui m'avait expliqué qu'il militait pour la légalisation de l'euthanasie. Et à un moment donné, je lui avais dit, mais il n'y a pas quelque chose qui vous inquiète si un jour on légifère sur l'euthanasie? Il m'a dit, si, vous avez raison, Marie, de me poser la question. Je redoute le racisme anti-vieux. Qu'est-ce que ça peut vous vouloir dire? Le racisme anti-vieux, eh bien, il me l'a dit. Il me dit, dans 20 ans, et vous voyez, nous y sommes, vous verrez, les jeunes ne voudront plus payer pour les vieux et nous aurons une euthanasie économique. Ici, Marie de Henzel fait donc référence à Henri Caillavet, figure politique bien connue dans le pays, sénateur. Son appartenance à la franc-maçonnerie était assumée et affichée. Henri Caillavet est donc l'homme qui, dès 1978, tenta d'introduire dans le droit français une loi sur l'euthanasie. La franc-maçonnerie est à la manœuvre derrière l'idéologie mortifère qui tente à vouloir imposer l'euthanasie dans la loi française. Ça n'est pas moi qui l'invente. Dans mes conférences ou dans mes livres, j'écris, je dis ce que j'ai compris, je dis ce que j'ai vu de la franc-maçonnerie, mais je le confirme systématiquement par des écrits maçonniques ou des écrits dignes de foi, des références qui démontrent que la franc-maçonnerie est bien active. Il y a eu d'autres éléments, événements, selon vous, qui tentent à prouver que l'euthanasie fait partie du programme de la franc-maçonnerie. Ah oui, alors il y a des choses que les gens ignorent, parce que ces choses-là se passent dans les loges. Je possède ce qu'on appelle une planche maçonnique, c'est-à-dire un écrit maçonnique, où l'auteur fait l'apologie de l'euthanasie. C'est une planche qui date de 2004. Cet auteur, ce franc-maçon, donc qui rédige cette planche, fait l'éloge de l'euthanasie, alors même qu'il décrit une situation où la personne ne souffre pas. Et d'ailleurs, si je paraphrase ce texte, vous ne souffrez plus, les antalgiques sont là, à la demande. Mais vous en avez assez de cette vie. Donc on voit bien que derrière l'idéologie maçonnique, il y a la volonté de maîtriser le moment où l'homme décidera de mourir. Vous avez, Françoise, 40 années de pratique. L'exercice en libéral, oui. 40 années. Oui. Qu'avez-vous constaté? Une déshumanisation de la médecine? Totalement. 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 Et ça m'effraie, hein. Moi, je le dis souvent, mais je fais pas le même métier que mes confrères.
Je fais pas le même métier. Mais moi, j'ai eu la chance aussi d'accompagner des gens parce que c'est vraiment un cadeau, je trouve. Moi, j'ai vu des gens mourir. Hein. Et j'avais même l'impression qu'ils attendaient que j'arrive pour mourir. Je me souviens d'un voisin, d'un monsieur, d'un paysan là, qui habite un peu en haut du village. Son fils m'a appelé le matin en me disant « Je crois que c'est pour aujourd'hui ». Très perspicace le fils. Un paysan hein, pourtant, hein, je dirais pas besoin d'avoir bac plus 25. Et je suis arrivée le soir, il était 7h, 7h30. Je suis arrivée, il m'a regardé. Il a vraiment rendu son dernier souffle. Et sa femme qui dit, sa pauvre veuve qui commençait à avoir des troubles cognitifs, mais qui avait vécu beaucoup de misère aussi. Et elle me dit, il est parti à Jésus, en soulevant les épaules comme ça. Il est parti à Jésus, mais dans une paix incroyable. Je veux dire, on ressort grandi de trucs comme ça. On ressort grandi. La société sortira-t-elle grandie si, à la faveur du pied dans la porte dont s'enthousiasme le docteur Touraine, l'euthanasie est ouverte demain aux mineurs? La députée macroniste Sandrine Rousseau parle de ligne rouge en acceptant sur le fond, mais le pied est mis dans la porte comme le préconisait le docteur Touraine. Je suis absolument pour sur le fond qu'on ouvre au-delà avant 18 ans, parce que je pense qu'en effet à 17 ans et demi on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait la souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable. Après je pense que c'est une ligne rouge absolue, mais absolue dans le débat politique. Et donc, raison pour laquelle je ne voterai pas je ne voterai pas cet amendement, surtout que dans tous les pays qui ont mis en place l'aide à mourir, aucun ne l'a mis d'entrée pour les mineurs. La politique des petits pas afin de mieux préparer l'opinion publique, ce qui ne semble pas acceptable aujourd'hui, le sera sans doute demain. Au Canada, où l'euthanasie est devenue désormais la 5e cause de mortalité en quelques années, 60 000 morts depuis 2016, un décès sur 20, ce qui est considérable, il est de plus en plus question d'élargir ce droit mortifère aux mineurs. C'est déjà le cas en Belgique depuis 2012 et pour les enfants de moins de 12 ans aux Pays-Bas. Qu'en sera-t-il de la France demain puisque c'est toujours au nom de l'égalité que les lois sont élargies? On sait que la santé mentale des jeunes Français est fragilisée depuis ces 5 dernières années en particulier, les chiffres le prouvent. Alors, leur proposer l'euthanasie ne sera-t-elle pas la solution pour mettre fin à leur état quand les politiques n'ont plus rien à leur proposer? Il y a quelques mois, plus d'1 millier de psychologues et de psychanalystes ont réalisé un clip vidéo pour alerter l'opinion publique sur cette gravissime question. Coucou Lucas, j'espère que tu vas bien. T'as pas répondu sur le groupe. Tu viens bien à la Nif de Flo la semaine pro? Bisous. Ouais frérot. Bah écoute, j'espère que ça va un peu mieux. Je voulais juste te proposer de venir chez WAM. Si ça peut te changer les idées. Bonjour Monsieur Reynaud. Nous vous contactons afin de vous rappeler votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 11h. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter au moins 30 minutes à l'avance. Nous retournons vers la barbarie, une barbarie qui a été connue récemment, au XXe siècle. Je ferai référence à ce projet et à ce plan qui est hélas mis en œuvre par les nazis à partir de 1939, l'action T4, où on proposait on faisait plus que proposer, l'idée était de donner aux malades incurables une mort miséricordieuse. Ce sont les termes, une mort miséricordieuse, ce sont les termes employés dans le projet lui-même. Or, c'est évidemment, on avait affaire à un pouvoir barbare, cynique et démoniaque, brutal, qui d'ailleurs avait fait précéder la mise en œuvre de ce projet d'une campagne d'affiches montrant des malades incurables et insistant sur le fait qu'ils coûtaient, tout au long de leur vie, ils allaient coûter cher à la communauté. Donc c'était sous un angle à la fois racial, de pureté raciale, d'excellence raciale, et en même temps
sous un angle économique. Regardez combien ce malade va vous coûter pendant toute sa vie. Je pense que nous, d'une façon plus sournoise, cet argument est aussi à l'œuvre aujourd'hui, est employé, puisque les soins lourds pour des pathologies sévères, effectivement, ont un coût. Ils ont mis, c'est un exemple, hein, dans ce projet de loi soins palliatifs, la possibilité aux établissements qui pratiqueront du soin palliatif d'avoir accès à ce qu'on appelle l'autofinancement. Plus ils auront de patients en interne, plus ils seront rémunérés. Il y a un article qui propose d'envisager fortement un autofinancement. Mais je peux vous dire qu'il y a des jeunes gamins en école de commerce qui vont avoir de très bons sujets de fin d'année à travailler sur faisons rentrer les gens en unité de soins palliatifs et puis faisons monter financièrement la structure, y compris si ce sont des établissements dits de loi 1901. Hein. Autrement dit, plus ils vont avoir de patients dans leurs établissements, plus ils vont gagner d'argent. On appelle ça le TO, le taux d'occupation. Vous avez actuellement certains grands groupes privés d'EHPAD cotés en bourse, des TO, des taux d'occupation. Plus le lit est occupé, plus ça rapporte. Il faut savoir contempler l'être humain et dans ma foi à moi, c'est le Christ que je contemple dans le regard des gens qui souffrent. Qui suis-je, moi, pour donner la mort? À l'heure où nous achevons ce documentaire, le texte arrive au Sénat pour être discuté. Les sénateurs vont devoir se prononcer sur le texte portant sur les soins palliatifs et sur le second texte, l'aide à mourir. Un vote solennel est ensuite prévu. Derrière l'euthanasie, derrière la couverture, l'idéologie ne fait donc aucun doute. L'euthanasie fait bien partie d'un vieux programme. Mais qu'en est-il de l'humanité? Qu'en est-il de cette humanité consistant à aider son prochain? Qu'en est-il du personnel soignant? Qu'en sera-t-il des hospitaliers? Ces bénévoles généreux qui, depuis des décennies, assistent courageusement les handicapés sur les lieux de pèlerinage. Qu'en sera-t-il de l'hospitalité? En Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis 20 ans déjà. Pour la seule année 2021, 2700 personnes ont été éliminées dans ce pays. Qu'en sera-t-il chez nous demain? En France, 30% de la population a plus de 60 ans. Nous vivons plus longtemps. Il y a une augmentation de la population vieillissante, personne ne peut le nier. Et alors? Mais faut-il mettre en place une politique mortifère sous prétexte de réalité économique et de pyramide des âges? Fera-t-on porter aux anciens la culpabilité de leur vieillesse? Nos anciens, nos blessés de la vie, nos handicapés, nos malades, ceux qui, depuis des années, sont dans un coma total ou partiel, nos jeunes, psychologiquement fragiles, seront-ils demain coupables d'avoir été victimes? Est-ce vraiment cela ce que nous voulons pour demain?